Eh bien, si vous êtes habitué du rendez-vous, vous savez qu'au premier numéro, on avait accueilli un artiste assez stylé puisqu'il produisait des concept art en armure médiévale. Aujourd'hui, nous recevons un autre challenger qui, en plus d'être experte en dinosaures, est entré dans l'Ordre Jedi en 2020. Donc je pense qu'on peut effectivement l'applaudir. Gaël Séguillon. Installe-toi, Gaël. Bonsoir. Et merci d'être venu, vraiment, c'est trop cool. Alors, on est effectivement là ce soir pour parler un petit peu de la carrière de Gaël, qui a beaucoup de choses à dire, qui a commencé à travailler d'abord dans le cinéma, qui aujourd'hui est arrivé jusqu'à nous par les vents du jeu vidéo. Donc on va essayer de faire le lien un petit peu entre les deux industries. Et je vais commencer par une première question pour te demander, effectivement, on te connaît aujourd'hui comme concept artiste et digital made painter pour l'industrie, mais à l'origine, tu envisageais une carrière de scientifique. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce que tu voulais faire exactement? Et qu'est-ce qui t'a amené peut-être à changer d'avis? Est-ce qu'il y a un événement détonateur qui te fait basculer du côté obscur de la force? Alors du coup, oui. Et la raison est simplement que quand j'étais plus jeune, moi j'adorais les sciences, j'adorais les dinosaures, du coup je voulais être paléontologue. Après j'adorais les volcans, du coup j'ai voulu être vulcanologue, j'ai voulu être ornithologue, tous les métiers qui finissent par log. Et c'était aussi en grande partie parce que j'ai toujours dessiné depuis que j'ai l'âge de porter un crayon, mais j'ai jamais été au courant des débouchés qu'il pouvait y avoir. Pour moi, un artiste, c'était juste un artiste peintre quoi, qui fait des toiles et tout et qui les vend. Et on m'a toujours dit, ouais, laisse tomber, il y a zéro débouché là-dedans. Du coup, j'ai jamais envisagé une carrière artistique pour ça parce que j'avais aucune connaissance en fait de tous les métiers qu'il y avait. Et ça a un petit peu changé en fait après avoir regardé le making of du Seigneur des Anneaux. Euh, j'ai Ça m'a tellement passionnée en fait de voir euh, tout le travail en fait qui avait été fait derrière le film et notamment tout le travail artistique de concept art, de création de maquettes et tout, que j'ai commencé vraiment à me passionner pour ça et à me renseigner sur comment euh, ça m'a fait réaliser en fait tous les métiers qu'il y avait derrière et j'ai commencé à me renseigner sur comment est-ce que je pourrais moi éventuellement peut-être rentrer dans cette industrie et du coup j'ai regardé sur le site de Weta Digital et tout c'était quoi les prérequis pour aller chez eux et j'avais vu qu'il fallait au moins 5 années d'expérience et tout dans l'industrie et tout et du coup je me dis oh là là ok c'est beaucoup mais je peux y arriver. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur les écoles qui pouvaient former aux effets spéciaux, à la 3D, tout ça. Et au fur et à mesure de mes recherches, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait plein d'écoles en France qui étaient qui étaient ouais, même super bonnes et tout. Et du coup, j'ai postulé. Et c'est comme ça un petit peu que j'ai découvert un petit peu ces métiers et que je me suis lancée là-dedans. J'allais justement te demander par quelle école exactement tu es passé, parce que je crois que tu as eu deux formations différentes. Donc, quel savoir-faire, quelles compétences il fallait exactement pour travailler dans cette industrie du cinéma? Alors déjà, y a pas, c'est pas nécessaire de faire une école parce que au final, ce qui compte le plus pour entrer dans l'industrie, c'est vraiment tout passe par son portfolio et un petit peu les connaissances qu'on a, le networking. Mais pour le coup, oui, donc j'ai fait une première école Supinfocom qui m'a vraiment formée à tout le côté 3D en fait. C'est une école qui est plus spécialisée dans le cinéma d'animation et c'était super cool, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Moi, je voulais vraiment travailler sur des films et tout, faire des effets spéciaux. C'est pour ça qu'après ça, j'ai rejoint l'école ArtFX qui était beaucoup plus spécialisée vraiment dans ce que je voulais faire. Et c'est là vraiment que j'ai appris tout le workflow, toutes les étapes vraiment de création d'un film, que ce soit la 3D, le Photoshop, le compositing, le montage et tout. Et c'est aussi à ArtFX que je me suis spécialisée en matte painting parce que c'était vraiment, de toutes les étapes, c'était celle qui m'attirait le plus, dans le sens où j'ai toujours aimé
faire de belles images, des beaux paysages et tout. Et le matte painting, c'est vraiment ça, en fait. C'est un peu, un petit peu l'étape la plus créative des effets spéciaux. Alors j'allais te demander, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers qui sont affiliés à tout ce qui s'attache, on va dire, au développement visuel, que ce soit pour le cinéma, le jeu vidéo ou d'autres industries. Le concept art, on en a beaucoup parlé ici. Je crois que c'est presque du lobbying que je fais. Donc je pense que la plupart d'entre vous ont compris ce que c'était. Mais est-ce que tu pourrais rappeler exactement ce que c'est que le concept art et aussi le digital matte painting pour que les gens comprennent effectivement les principales casquettes que tu peux porter dans ce secteur-là? Alors du coup, oui, j'ai commencé ma carrière en matte painting, mais j'ai assez vite basculé en concept art. Et en fait, c'est des métiers qui sont un peu souvent confondus parce que dans les deux cas, on crée des images, on crée de belles images, mais le but est complètement différent dans le sens où le matte painting, en fait, le boulot du matte painter, c'est de créer des environnements de créer des environnements fictifs dans les films et tels qu'on les voit en fait dans les films. Donc le but c'est que ce soit souvent vraiment photoréaliste et même invisible. Le meilleur matte painting au final c'est celui qu'on voit même pas parce qu'on se rend même pas compte en fait que c'est un matte painting. C'est vraiment là pour recréer un environnement quand il y a besoin, souvent quand c'est filmé sur fond vert. Si par exemple là pour Gardien de la Galaxie, il fallait recréer cet environnement de ville pour introduire une séquence, et le but c'est vraiment de créer un environnement qui sera vu dans le film et qui soit le plus réaliste possible, alors que le concept art, le concept art c'est vraiment un outil de communication, c'est là pour mettre en image la vision du réalisateur, et du coup c'est pas vraiment important que ce soit réaliste ou que ce soit bien fait. Ce qui est important, c'est vraiment de communiquer vraiment la vision du client ou du réalisateur. Et il y a plus une notion de communication et de storytelling dedans. Disons que le concept art, c'est plus quelque chose qui... Enfin, c'est pas forcément destiné à être vu par le public. On est plus sur le côté développement interne, alors que le digital matte painting, là, c'est le rendu final d'une production. Donc effectivement, oui, c'est vraiment le développement participer au développement visuel d'un projet. En sachant d'ailleurs que la technique du digital matte painting a beaucoup évolué avec le temps, parce que si on prend les premiers films dans lesquels c'est apparu, on peignait directement sur des glaces de verre qui étaient apposées devant effectivement les objectifs de caméra. Après, c'est passé au numérique évidemment, mais c'est une technique qui est assez ancienne. Je reviendrai à ce visuel par la suite, ça me permettait de montrer, d'illustrer un petit peu les différentes casquettes que tu pouvais avoir. En tout cas, quand on consulte ton portfolio, on découvre pas mal de décors imaginaires, et néanmoins, il y a toujours, on va dire, un fondement scientifique à tes images. Ça s'explique par ce que tu nous disais tout à l'heure, ton intérêt pour les sciences. Il ne s'agit jamais de trahir la nature, mais au contraire de la sublimer. Comment est-ce que toi, tu décrirais ton univers artistique en quelques mots? Est-ce qu'il y a un style graphique ou un genre de prédilection qui t'intéresse plus que d'autres? Je dirais que je pense que c'est vraiment lié en fait à ce qui m'inspire le plus quand je crée des images. J'ai toujours été vraiment inspirée par la nature et spécifiquement par le prisme de la photographie. Et je pense que c'est vraiment ça en fait que j'essaie de retranscrire en général dans mes images, d'apporter un côté très vraiment de réussir à retranscrire un peu ce que pourrait être la beauté de la nature. J'aime bien travailler des lumières assez naturelles qui sont de travailler avec par exemple aussi des différentes focales, les profondeurs de champ, de jouer là-dessus, vraiment d'avoir une approche très photographique en fait, donner un côté photographique à mes images. D'ailleurs, tu parles de photographie, mais c'est à côté des concept art que tu produis, tu as une pratique très importante de la photo. Tu voyages beaucoup. J'ai noté des voyages en Australie, en Irlande, à Cuba, aux États-Unis, et j'en passe. En quoi est-ce que déjà ta pratique de la photographie est importante au regard de ton
processus de création en design d'environnement? Et surtout, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quand on est concept artiste d'environnement pour le jeu vidéo, par exemple, est-ce que c'est essentiel, sinon indispensable, de faire de la photo à côté, puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir que quand on crée des designs d'environnement, on a besoin aussi de matériaux photographiques dont on a les droits pour travailler. Donc est-ce qu'aujourd'hui, c'est primordial, on va dire? Je dirais pas primordial, mais c'est quand même... Je trouve ça très enrichissant, en fait. Moi, j'ai découvert la photographie un peu, entre guillemets, par hasard, parce que vu que j'ai commencé dans l'industrie en matte painting, effectivement, c'était très utile d'avoir ses propres photoréférences, ne serait-ce que pour avoir des références de bonne qualité. Et du coup, j'ai commencé à acheter une petite caméra comme ça pour moi-même commencer à documenter, à commencer un peu à nourrir ma référence photo. Et je me suis très vite pris au jeu et je me suis très vite rendu compte que j'aimais beaucoup ça. Et je me suis aussi rendu compte que la photographie, en fait, m'aidait à voir l'image un peu d'une manière différente, à plus interpréter, en fait, en photographie, à plus réfléchir, en fait, à tout ce qui est les notions de composition, d'éclairage. Et ce que j'ai appris, en fait, en photographie, je peux l'appliquer en concept art et en matte painting. Et aussi, pas seulement la photographie, mais le fait de voyager, de voir, en fait, des paysages de ses propres yeux, ça apporte vraiment quelque chose, en fait, pour le fait de, par exemple, de ressentir un petit peu, je sais pas, par exemple, le vent qu'il peut y avoir, ou de voir la lumière changer, ce genre de choses. C'est des choses qui vont me rester en mémoire et qui vont me permettre de recréer, en fait, des environnements beaucoup plus réalistes et crédibles. Parce que je vais penser, en fait, à tout ça. Si on me demande de recréer, par exemple, un environnement un peu, je sais pas, à la montagne, glaciale et tout, je vais repenser peut-être à des voyages que j'ai fait à la montagne, et je vais repenser au vent qu'il pouvait y avoir. Du coup, ça va me donner l'idée de rajouter des bourrasques de vent, de neige et tout dans mon image, des choses auxquelles j'aurais peut-être pas forcément pensé sans ça. Et je pense que c'est très enrichissant dans ce sens-là. Ça renforce peut-être le côté un peu sensoriel de l'image, parce que c'est vrai que si on se passe du côté de l'industrie du jeu vidéo, c'est toujours, on demande toujours aux artistes de produire quelque chose de très immersif. D'ailleurs, c'est un terme qui est un peu utilisé à tort et à travers, mais le fait d'avoir été sur place et d'avoir vécu finalement ces paysages-là, ça te permet peut-être d'être plus non pas fidèle, mais plus vrai dans l'approche. Ouais, je pense, ouais. Et peut-être de mieux comprendre peut-être la volonté de mieux comprendre les briefs, en fait, d'être mieux à même à recréer une ambiance. Alors, je montre juste un petit aperçu, parce que tu as fait énormément de voyages, tu as pris énormément de photos, des photos d'ailleurs que tu mets à disposition de pas mal d'artistes de l'industrie. Toi, par exemple, tes photos, tu les classes par thème, par iconographie, pour pouvoir plus facilement peut-être piocher dedans quand on a besoin et trouver l'inspiration. C'est des photos qui peuvent t'inspirer à la fois sur l'iconographie et que tu peux utiliser de fait aussi en tant que matériau photographique à proprement parler, dans du photobashing ou ce genre de choses quand tu ça m'est vachement utile. Et d'ailleurs, j'utilise pas que mes propres photos. Je vais aussi beaucoup piocher chez d'autres artistes qui vendent aussi des packs photos comme ça. Et c'est super utile à avoir quand on doit créer une image, d'avoir vraiment des photos de qualité, parce que c'est très difficile. C'est plus difficile que ça n'y paraît de trouver des bonnes photos sur Internet et qui soient du coup libres de droit. Qui ne soient pas de l'IA, par exemple. Alors, effectivement, on te connaît beaucoup pour tes photos, tes designs d'environnement. Et tu as également pour originalité d'être paléo-artiste, ce qui signifie que tu représentes beaucoup de créatures, qu'elles soient fictives ou historiques, préhistoriques, à travers tes mises en scène. D'où te vient cette passion pour les dinosaures que tu mets au service du cinéma et du jeu vidéo, et même au travers de médias scientifiques? Du coup, depuis que je suis toute petite, je voulais être paléontologiste. J'ai toujours adoré les dinosaures. Du coup,
Maintenant que je suis artiste, c'est assez naturel en fait pour moi d'aller dans cette direction. Déjà quand j'étais petite, je dessinais des dinosaures, du coup je continue maintenant. Je montre quelques créatures. Alors, si vous voulez réviser vos noms de dinosaures, il suffit d'aller sur le portfolio de Gaëlle. Il y a des noms, j'arrivais même pas à les prononcer parce que c'est la première fois que je les voyais. Du coup, comme on voit dans ces images, comme je disais, oui, j'essaie vraiment de donner un côté vraiment photographique aux images, comme si c'était vraiment quelqu'un, un photographe et tout, qui s'était caché dans les buissons pour prendre les dinosaures en photo. Et je trouve que ça rend les images beaucoup plus crédibles en fait et tangibles. Oui, j'en montre quelques-unes ici. On aura l'occasion de revenir sur les créations que tu as pu faire. Mais c'est vrai que quand on voit ces images, ça fait plus vrai que nature. On pourrait très bien les imaginer dans la nature. Hop, par exemple ici, une collaboration que tu as eue avec National Geographic, où il s'agit aussi parfois de mettre en scène des animaux qui sont encore bien vivants, qu'on peut effectivement contempler, et pour assurer une forme de médiation scientifique aussi avec un public. Alors cette fois, je vais foncer au travers de ta carrière cinéma, puisque c'est en 2013 que tu débutes dans le 7e art. Je mets ici un petit aperçu qui est incomplet des superproductions filmiques sur lesquelles tu as pu travailler. Et le premier film auquel tu prêtes tes compétences se nomme Les Gardiens de la Galaxie. Donc tu travailles d'abord sur le premier opus pour Moving Picture Company, qui est un studio de VFX reconnu. Et tu travailleras aussi sur le deuxième opus, mais cette fois avec Framestore. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette première expérience? Est-ce que déjà c'était à la hauteur de tes attentes, puisque c'était ta première collaboration? Et puis en termes de direction artistique, ça ressemble à quoi de travailler sur une super production comme celle-ci? C'était clairement à la hauteur de mes attentes. Je sortais d'école et le premier projet sur lequel on me propose de travailler, c'est un film Marvel. J'étais aux anges. Et c'était vraiment une des meilleures expériences que j'ai eues, non seulement parce que c'était le premier projet sur lequel je travaillais et c'était super cool du coup de travailler sur une grosse production comme ça a toujours été mon rêve. Mais aussi le projet en lui-même était vraiment chouette, créativement parlant. Il y avait vraiment des environnements super intéressants en fait à développer et même si à l'époque, même si c'était un projet Marvel, on n'avait aucune idée du succès que ça allait avoir. Pour nous, c'était juste un petit film Marvel avec des super-héros pas connus du tout. On ne savait pas du tout ce que ça allait donner, quoi. Mais malgré tout, c'était vraiment fun de travailler dessus. Et l'équipe aussi a joué beaucoup. MPC, c'est vraiment une super boîte quand on est junior et quand on commence parce qu'ils te donnent beaucoup de responsabilités. Ils te traitent pas comme un junior et ils vont pas te faire que des petites tâches toutes simples ou toutes nulles. Et ils te laissent vraiment, ils te font confiance et si tu leur montres que tu es capable de faire plus, ils vont pas hésiter en fait à te donner plus. Et ça, c'était vraiment très formateur. J'ai énormément appris à travailler sur ce projet et c'est aussi sur Gardien de la Galaxie que j'ai découvert le concept art. Parce que ça arrive parfois que le art département soit un petit peu trop pris et n'ait pas le temps en fait de faire tous les concepts qu'il y a à faire. Et du coup, ils avaient demandé au département matte painting s'il y avait des artistes disponibles et intéressés pour faire quelques concepts. Et c'est comme ça que j'ai pu faire les concepts de quelques buildings, de quelques bâtiments de la ville de Xandar pour le film. Et je montre quelques autres pour que tu puisses effectivement expliquer un peu tes missions. Et c'est aussi ça aussi qui m'a vraiment donné. J'ai toujours voulu en fait faire du concept art, mais j'ai toujours pensé que c'était vraiment inaccessible. J'ai toujours pensé que le concept art vraiment c'était pour une élite et tout d'artistes parce qu'il y a souvent très peu de concept artistes au générique de film et le fait d'avoir pu faire quelques concepts comme ça sur le film, j'ai réalisé qu'en fait maintenant, c'était pas si inaccessible ni si difficile que ça en fait. J'ai réalisé en fait que c'était un peu comme le matte painting techniquement, mais juste une approche un petit peu différente. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé. Je me suis mis comme objectif que je serais concept artiste et j'ai commencé à me construire un portfolio
d'image personnelle. Et à chaque fois que j'allais dans une nouvelle boîte, je leur disais, voilà, j'aimerais, si possible, si vous avez des concept art à faire, ok, vous m'avez embauché en matte painter, mais si vous avez du concept art, allez-y, donnez-le-moi. Oui, c'était une manière de te diversifier. Voilà, c'est ça, et d'avoir aussi de l'expérience. Bien sûr. Donc là, les différents concept art que je montre, c'est principalement des designs d'architecture aussi que tu as pu produire. Donc ça, c'était vraiment tes missions attitrées. Tu ne travaillais que sur les environnements pour ce film. Quand je dis que, c'est déjà beaucoup. Sur Gardien de la Galaxie, oui, du coup, on était, j'étais assignée à une séquence en particulier, particulièrement celle, la séquence de fin. Au-dessus de la ville de Xandar, on a dû on a dû recréer tous les plans aériens en fait avec les ciels et les plans de la ville et ce genre de choses. Et en termes de direction artistique, je veux dire, quand on travaille dans une boîte comme ça de VFX, où on fait à la fois du matte painting, du concept, vous avez des réunions créatives où on vous briefe vraiment sur les intentions des réalisateurs, où on vous donne peut-être des chartes graphiques à respecter. Enfin, est-ce que vous avez déjà un cahier des charges qui cadre un petit peu votre travail? Est-ce que vous travaillez en grosse équipe? Ça se passe comment en interne? On a toujours, oui, on a toujours une forme de brief. Alors après, ça dépend vraiment des projets. Il y a des réalisateurs qui sont très très pointilleux, qui savent exactement ce qu'ils veulent, et quitte à des fois à déplacer un petit arbre et tout, parce que c'est pas exactement comme ils veulent. Mais alors qu'il y a d'autres projets où c'est assez libre et on fait un petit peu plus ce qu'on veut. Mais là, pour le cadre des Gardiens de la Galaxie, ouais, on avait un brief. Par exemple, pour les buildings, il fallait que ce soit inspiré je me souviens de la ville de Singapour. C'était un petit peu la référence, mais que ça fasse plus futuriste, en gros. Et après, on a ce qui s'appelle des dailies. Tous les jours, en fait, on se réunit avec les leads et le VFX superviseur pour présenter notre travail de là où on est, et avoir des retours et avoir les retours aussi du client, enfin du réalisateur sur le travail qu'on fait. Donc vous avez quand même des échanges avec le réalisateur via ces discussions-là, où il y avait toujours des intermédiaires? Il y a beaucoup d'étapes en fait. D'abord on échange avec notre lead, puis après avec le art directeur, puis le VFX superviseur qui est en charge en fait de tout le côté technique et visuel du projet. Et lui, après, va communiquer l'avancée en fait de tous les départements aux clients, et c'est lui qui va nous donner les retours du client. On a rarement les retours directement du client. Ça arrive sur les plus petits projets, les plus petites productions, mais sur des gros projets comme ça, comme Marvel, il y a beaucoup d'étapes. Beaucoup d'intermédiaires. C'est ça. Qui peut rendre le processus un petit peu long des fois. Mais, oui. Mais en concept, il y a souvent quand même moins d'étapes dans les effets spéciaux. Oui, clairement. Déjà, il suffit de voir la longueur des génériques de films où on se dit, ok, là, on peut effectivement pas, tout le monde ne peut pas rencontrer le réalisateur, ça serait difficilement réalisable. Ça dépend vraiment en fait de l'implication du réalisateur dans le processus de création. Il y a des réalisateurs qui vont venir et tout avec nous dans la salle pour nous rencontrer, nous donner les retours en direct, mais il y en a d'autres qui ça les intéresse pas vraiment. Alors, parmi les nombreux films que tu as contribué à développer visuellement, il y en a notamment 2 qui sont sortis la même année, en 2018, que j'aimerais détailler avec toi, puisque ça fait partie des moments forts aussi de ta carrière. Je vais commencer par Ready Player One, qui fait partie de la culture populaire désormais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de tes missions sur ce film? Qu'est-ce que tu as produit? Et je vais montrer quelques-uns de tes concept art en même temps que tu nous expliques tout ça. Alors du coup, j'étais beaucoup plus impliquée sur Ready Player One parce que je suis restée beaucoup plus longtemps sur le projet. Et donc, en gros, le travail que j'ai eu à faire dessus, c'était vraiment de donner un visuel en fait à toute une séquence. Sachant qu'on avait un petit peu une ligne directive à suivre, à savoir que c'est une séquence qui se passe, donc c'est une séquence de bataille à la fin. On savait que ça se passerait dans un environnement enneigé, un peu orageux, et qu'il y aurait un château et tout. Mais à part ça, on était assez libre en fait. C'était vraiment à nous de faire en sorte que chaque plan soit
visuellement intéressant à regarder. Et c'était, je suis arrivée vraiment à une étape de post-production, c'est-à-dire que le développement des effets spéciaux était déjà en cours. Ils avaient déjà fait des modélisations, ils ont commencé l'animation, un petit peu le lighting. Et ce qui se passait souvent, c'est qu'on m'envoyait en fait un work in progress de là où ils en étaient pour un plan en particulier. Et mon boulot, en fait, c'était de reprendre ce plan-là et de le rendre beau, en fait, de trouver comment le rendre intéressant et ouais, chouette visuellement. D'accord, donc est-ce que c'était moins du concept art et plus de l'intervention directe sur le rendu en fait filmique, ou est-ce que tu en fait c'était vraiment pour aider les équipes de VFX, surtout particulièrement lighting et FX, à leur donner une direction en fait visuelle à suivre, parce que sinon sans ça ils vont faire, parce que c'est assez long en fait de faire des rendus en 3D, d'essayer et tout, et du coup c'est beaucoup plus rapide pour nous en concept de dessiner à quoi pourrait ressembler le plan, pour que eux après suivent ce concept qui est validé pour recréer ça pour l'image finale derrière, plutôt que eux essayer de leur côté. Et ça prend du temps, les allers-retours, c'est long. Du coup, une partie du concept art, en fait, c'est beaucoup ça, c'est d'aider les équipes d'effets spéciaux à mieux visualiser en fait ce qu'ils ont à faire, particulièrement par exemple pour des effets, si on doit faire par exemple des effets de magie ou des effets d'explosion, ce genre de choses, c'est beaucoup plus facile de communiquer avec une image que de dire voilà, à l'artiste, voilà, on aimerait bien un effet qui soit un peu comme ça, mais pas trop comme ça. Mais ça leur permet d'avoir vraiment un visuel à suivre en fait. Ok, donc on était vraiment sur une réflexion sur l'esthétisation vraiment des différents éléments qui composaient l'image, pour que eux puissent effectivement avoir un référentiel. C'est ça exactement. Ça leur permet d'avoir un visuel à suivre tout simplement. Alors je vous montre là quelques-uns des concept art, des images que tu as pu produire. On a des choses assez impressives et on voit déjà, on montrait quelques-unes de tes photos tout à l'heure, hein. On a déjà pas mal de choses qui nous rappellent certaines photographies que tu as pu prendre. Là par exemple, on peut rapprocher ça avec les photos des volcans que tu as pu... Non, c'était avant. Ah, c'était avant, c'est oui. vrai. Bon, autant pour moi. Mais on a quand même, voilà, dans l'esthétique, en fait, cette approche très photographique en fait, du design que je trouve vraiment intéressante. Et là, je passe sur un autre projet, puisque c'est une des productions sur lesquelles tu as travaillé, donc Jurassic World Fallen Kingdom. Donc la même année. Alors là, est-ce que ton implication était la même que pour Ready Player One, ou est-ce que c'est un projet que tu as accompagné sur le plus long terme? Alors, j'ai travaillé moins longtemps dessus, à peu près au même stade de production, peut-être un peu plus tard. J'ai pas été très impliquée dans le sens où j'ai pas eu à designer des dinosaures, mais c'était un peu le même genre de travail, dans le sens où, par exemple, ce plan-là, il fallait un peu dessiner à quoi l'éruption allait ressembler, quelle allait être la lumière, comment faire pour rendre le plan visible visuellement, parce que il faut se rappeler que dans le film, la plupart des plans sont vus que quelques secondes à l'écran. Du coup, il faut vraiment qu'ils soient lisibles et impactants. Et du coup, le travail de concept art, il va être vraiment aussi d'aider à définir tout ça, en fait, à définir la composition, l'éclairage, la lave, à quoi elle va ressembler, la fumée du volcan, comment la lumière va réagir dans la fumée, ce genre de choses. J'en montre d'autres. Alors, je ne sais pas si tu avais déjà pris en photo des volcans pour ce plan-là. Voilà, c'est un super exemple en fait de à quoi sert le concept art en post-production. En haut, on a le concept art que j'avais fait pour ce plan, et en bas, le plan final. Et du coup, ils se sont vraiment en fait basés sur mon concept pour recréer le plan final dans le film. Et là, c'est assez flagrant. Ça permet vraiment de voir c'est assez chouette de voir, de voir des fois à quel point ils suivent vraiment. Oui. Est-ce que tu étais content quand tu es allé voir le film au cinéma, te dire waouh, ça c'est mon concept art? On a l'impression de voir son concept en animé, du coup c'est
Il y a un côté très gratifiant, forcément. Tout à l'heure, on parlait de ta spécialisation en paléontologie, enfin paléo-art, puisque en dehors des films et jeux dont on va parler un instant sur lesquels tu as travaillé, tu as aussi bossé sur des documentaires, notamment des documentaires scientifiques. Alors, je pense à Préhistorique Planète, le 1 et 2, je crois que tu as bossé sur les deux, hein. On est d'accord ? Bien, il faut aller le voir. Alors justement, ça c'est quelque chose qui m'intéresse parce que dans le jeu vidéo, on crée beaucoup de créatures. Pas toujours préhistoriques, mais de la créature, il y en a beaucoup. En tant que concept artiste, comment est-ce qu'on fait pour designer des créatures comme celle-ci ? Est-ce que là, dans ce cas-là, on te donnait des informations, des données scientifiques qui te permettaient, toi, derrière, de te créer tes propres briefs ? Comment est-ce qu'on fait pour recomposer l'habitat naturel d'un animal ou essayer de restituer son comportement voilà, à l'image ? Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton process ? Il y a beaucoup de questions. Du coup, Préhistorique Planète, alors oui, en fait, on travaillait avec des scientifiques. Il y avait un paléontologiste attitré à l'équipe qui était vraiment là pour nous guider. En fait, et on nous fournissait vraiment des briefs super précis sur anatomiquement. On avait des planches anatomiques de chaque dinosaure, ça va pour être sûr qu'on les recrée correctement. Des fois, ils avaient une idée précise du pattern, de la couleur et tout que le dinosaure devait avoir. Bon, des fois, ils savaient pas. On était plus libre de faire ce qu'on voulait, mais quand ils avaient une idée, du coup, ils nous le disaient avec à chaque fois des références photos et tout d'animaux. Pour les environnements, pareil, ils nous fournissaient des références Ils avaient déjà des idées de lieux de tournage, du coup, ils nous fournissaient des références de ces lieux-là et du type d'ambiance qu'ils aimeraient avoir. Du coup, c'était vraiment facile au final de travailler sur ce projet parce que ils nous fournissaient vraiment des briefs super détaillés, et, vraiment aux petits oignons. Et il y avait même des paléo climatologues sur le projet pour savoir un petit peu quel type de climat était cohérent ou non. On nous donnait des infos sur le type de végétation qu'il pouvait y avoir à l'époque, ce genre de choses. Et pour ce qui est du comportement des animaux, on s'inspirait énormément en fait d'animaux, de comportement de nos jours. Tout le documentaire d'ailleurs est tourné autour de ça. C'est un peu tourné comme le style d'un documentaire typique un peu animalier, mais avec des dinosaures. Et c'est ça qui rend au final le documentaire si crédible, c'est qu'on s'inspire. En fait, on ne montre pas les dinosaures comme un peu des brutes féroces comme on en a l'habitude dans les documentaires, dans les films, mais plutôt comme tout simplement des animaux qui ont des comportements d'animaux. Des fois, ils font la sieste, des fois, ils mangent des cailloux, des fois. Je me souviens qu'il y avait eu une polémique il n'y a pas si longtemps. Les gens ont appris que les dinosaures portaient des plumes et ça avait fait scandale parce qu'apparemment les dinosaures ne sont pas censés avoir de plumes. Enfin bon, bref, moi je ne suis pas experte, mais tout le monde avait fait un gros débat sur Twitter, comme Twitter sait si bien le faire. Mais bon, voilà, effectivement c'était une manière de montrer un petit peu l'une de tes spécialités de travail. Mais là je vais dévier quand même aussi vers ce qui nous intéresse aussi, à savoir le jeu vidéo. En 2020, tu vas intégrer le studio Quantic Dream pour pouvoir travailler effectivement pendant 1 an et demi environ sur le développement visuel de Star Wars Eclipse. Alors, je précise qu'on ne pourra pas forcément montrer les concept art que tu as pu produire pour le jeu puisqu'il n'est pas encore sorti, tout simplement, et on ne veut pas se mettre à dos les équipes. J'avais d'autres concept art que j'avais mis de côté. Mais on peut quand même s'appuyer sur le trailer du jeu puisqu'il met en scène certains de tes designs, que ce soit des environnements ou des créatures d'ailleurs. Et j'ai envie de te poser déjà une première question. Comment est-ce que tu en es venu à travailler à l'adaptation en jeu d'une licence cinématographique ? Est-ce que toi-même, tu joues beaucoup aux jeux vidéo ? Alors du coup, donc, voilà, c'est eux qui m'ont trouvé, c'est eux qui m'ont contacté. Et pourquoi moi ? Je pense qu'en fait, parce que vu que les jeux Quantic Dream sont très cinématographiques, je pense que ça les a beaucoup intéressés, en fait, l'approche vraiment cinématographique que j'ai dans mes images. Et c'est quelque chose qui cherchent à retranscrire vraiment dans leur jeu. Et
et du coup, je pense que voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont contacté, parce que ils aimaient bien l'approche. Ouais, l'approche photo qui pouvait... Alors, cette fois, je vais laisser place au trailer et puis on va pouvoir en discuter ensemble. Je ne sais pas si on peut d'ailleurs éteindre la lumière à la régie. On va me dire ça. Est-ce qu'il y en a qui attendent ce jeu avec impatience? Ouais. Ça fait pas tant de mains levées que ça. Hein. Voilà. Merci. Tu nous feras signe quand on pourra voir certains de tes designs et on rebondira dessus, évidemment. Ça va trop vite, j'ai pas eu le temps de dire ça. Les petits poussins bizarres dans la jarre, c'était Gaël. Enfin, produit par Gaël. Et du coup, sur ce projet, j'ai participé au développement de plusieurs environnements et plusieurs créatures sur le projet, dont certaines qu'on voit dans le teaser. Et ce qui était vraiment super intéressant sur ce projet, c'est le fait que je sois arrivée vraiment au début du projet, vraiment en phase de pré-production. Et c'est l'étape la plus créative en fait d'un projet, parce que toutes les opportunités sont possibles, tout est à développer, et on a vraiment une plus grande créativité, une plus grande liberté que quand on arrive vraiment à la fin d'un projet où le but c'est juste de visualiser un peu un plan spécifique ou qui a déjà été commencé par l'équipe de VFX. Là vraiment, notre but c'était de vraiment développer, d'enrichir voilà, dans les environnements, les planètes et tout du film, enfin du jeu. Et l'étape de pré-production comme ça d'un projet, je trouve est tellement différente et beaucoup plus intéressante et enrichissante que quand on travaille en post-production. Bon, on ne choisit pas toujours, quand on est dans un art department, on nous donne un peu ce qu'il y a à faire, quoi. Mais quand l'opportunité du coup, depuis Eclipse, j'ai eu l'opportunité de faire la pré-production et le développement visuel de d'autres projets, et c'est toujours vraiment à chaque fois une super expérience. Oui. On se sent beaucoup plus impliqué en fait. L'impact, j'ai l'impression que du coup l'impact que j'ai sur le projet est beaucoup plus important que quand on arrive vraiment à la fin d'un projet. C'était pareil pour Préhistorique Planet, c'était de la pré-production, et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir activement participé au développement en fait du documentaire. Alors, on va essayer de ne pas spoiler, pas de se faire happer par les warnings NDA, mais est-ce que peut-être tu peux nous parler un petit peu de comment ça se passe en fait dans le studio Quantic Dream? Déjà, est-ce que vous étiez une grosse équipe sur le projet? Je ne sais pas si tu as le droit de le dire d'ailleurs. En vérité, ça se passe comme un petit peu tous les projets. On est une équipe de concept artistes, je ne sais plus combien on était exactement, mais en général, c'est 8-10 personnes. Ce qui est déjà pas mal. Pas toujours une équipe de 10 sur...
sur, sur beaucoup des projets sur lesquels travailler, c'est souvent un peu... sur Prehistoric Planet, on était à peu près, peut-être un peu moins, on était 6-8. À ILM, on était à peu près 8-10, je crois aussi. Oui. Et ça se passait un petit peu comme tous les projets. On nous donne un brief et du coup, on fait des propositions. On a des réunions régulièrement. Suivant les projets, ça va être soit tous les jours ou tous les 2 jours ou toutes les semaines, ça dépend. Et du coup, on a des retours des art directeurs, puis des retours au-dessus des réalisateurs ou des développeurs. Je me posais la question parce que c'est vrai que dans le paysage du jeu vidéo français, Quantic Dream est quand même connu pour cette volonté de vraiment rapprocher le plus possible l'industrie du jeu et du cinéma, autant du point de vue de l'esthétique que dans la manière de travailler en interne. Il y a beaucoup de métiers, par exemple des costumiers ou ce genre de choses. On va voir des métiers comme ça dans leurs équipes de développement. Est-ce que toi, du fait que tu aies travaillé dans le cinéma et dans le jeu, est-ce que tu trouves que les manières de travailler ou disons les savoir-faire sont différents d'une industrie à l'autre, ou au contraire, est-ce que finalement on est sur les mêmes compétences et connaissances demandées, c'est simplement l'objet final qui change? Alors, vraiment, du point de vue concept art, techniquement, c'est à peu près la même chose parce que notre but, ça va être de créer des images et le client s'en moque un petit peu de comment les créer, si on utilise la 3D, des photos ou quoi, du moment qu'on arrive à créer une image qui visuellement décrive un peu ce qu'ils ont en tête. Après, la principale différence entre jeux vidéo et film, c'est surtout que l'approche en fait est assez différente dans le sens où bon, s'il faut designer une créature, ça va être à peu près pareil. Mais par exemple, pour des environnements, en jeu vidéo, il faut toujours garder en tête que c'est un environnement dans lequel le joueur va se balader. En fait, il y a vraiment une notion de level design, même particulièrement quand on est plus avancé dans le projet, où il va falloir penser à cet endroit. Voilà, le joueur, il va y avoir une plateforme sur laquelle le joueur va marcher, du coup il faut le prendre en compte. À cet endroit, par exemple, ça va être, je sais pas, une porte d'entrée pour quelque chose. Et donc il y a vraiment toute une dimension, en fait, faut vraiment penser à s'imaginer parcourir l'image en fait en tant que joueur, alors que en film, les environnements en fait qu'on crée, c'est pour des images qui vont être vues souvent que quelques secondes à l'écran. Du coup, l'approche est complètement différente. Il faut vraiment tout tabler sur. Il faut vraiment travailler un visuel et une composition qui soit marquante et qui soit lisible. Pour que si par exemple je dois designer un environnement pour un plan d'introduction d'une planète, par exemple pour Gardien des Galaxies, le plan d'introduction pour arriver sur la planète, le plan va être vu que peut-être 2 secondes à l'écran. Du coup, il faut que l'image soit vraiment impactante. Donc ça se joue beaucoup plus en fait, voilà, sur le visuel. L'approche de l'image est assez différente. Même si les jeux Quantic Dream sont assez cinématiques, du coup, on est un petit peu dans un entre-deux, je pense. Ouais, donc il faut vraiment prendre, en tout cas pour le jeu vidéo, il faut prendre en compte le fait qu'on n'est pas juste spectateur de l'image, on est vraiment, on entre dans l'image, on est invité à marcher dedans, donc il faut vraiment imaginer c'est un peu comme concevoir finalement les décors d'une pièce de théâtre où on imagine le joueur qui déambule sur scène, c'est un peu cette dimension-là. C'est ça, oui. Mais encore que sur Eclipse, vu que j'étais vraiment en pré-production, on se préoccupait pas vraiment encore trop de level design, c'était vraiment pour le coup très visuel, il fallait développer des environnements qui soient cool, vraiment, qui soient originaux et qui envoient. Et on avait moins, du coup, cette contrainte, en fait, de vraiment level design, pas à ce moment-là du projet, en tout cas. Alors, je vais poser une dernière question sur un autre projet qui est toujours dans cet univers Star Wars sur lequel tu as pu travailler. Et après, je te laisserai prendre la parole au travers de ta carte blanche. Puisque, en fait, donc, au-delà de
de l'opus Eclipse qui n'est pas encore sorti. Tu as travaillé sur Jedi Survivor qui lui est sorti. Je suis en train d'y jouer, donc peut-être que tu vas me spoiler ce soir, je ne sais pas. Donc qui est la suite officielle de Fallen Order développée par Respawn. Mais toi, tu as travaillé au sein de l'équipe de Terraform, qui est donc un studio de développement visuel qui a été fondé par Finian McManus, que vous connaissez peut-être, un artiste très très talentueux. Si vous ne connaissez pas, notez Terraform, allez voir leur travail, c'est vraiment très intéressant. On a de plus en plus d'ailleurs de systèmes comme celui-ci qui est mis en place dans l'industrie du jeu, c'est-à-dire qu'avant on avait vraiment un département artistique implanté dans chaque studio de développement de jeux, alors que maintenant de plus en plus les studios de développement font le choix d'externaliser, si je peux le dire comme ça, le travail de développement visuel. Ils font appel à des boîtes qui sont spécialisées où toutes les équipes vont travailler sur un projet. Et donc c'est via ce système-là, toi, que tu as travaillé sur Jedi Survivor. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet-là? Est-ce que c'était aussi enthousiasmant ou mieux que chez Quantic? Est-ce que voilà, tu peux nous dire un petit peu Alors, comment il là-dessus? va falloir comparer les deux. Ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai quitté le projet Star Wars Eclipse, parce que j'avais besoin d'un petit peu de faire autre chose, j'avais besoin un petit peu de me renouveler créativement. Et le premier projet qui me tombe dessus, c'est un autre jeu Star Wars. Du coup, c'était pas très renouvelant, disons, mais l'expérience que j'ai eue du coup à travailler sur Jedi Survivor était très différente de Eclipse, et je pense que c'est principalement dû au fait que sur Jedi Survivor, je suis vraiment arrivée à la toute fin du projet. Le projet sortait quelques mois après, je crois, et ils avaient besoin en fait de concept artistes supplémentaires pour les aider vraiment à finir le développement visuel de lieux que je ne sais pas si c'est que qu'ils n'ont pas eu le temps de les faire jusqu'à présent, ou si c'est des lieux qui se sont rajoutés en cours et du coup ils n'avaient pas vraiment... Parce que c'est surprenant d'aller chercher des concept artistes vraiment sur la post-production, enfin, sauf si c'est pour faire de la communication visuelle, ce genre de choses, mais sur du design pur, c'est assez surprenant. C'était vraiment... Aidez-nous. Et du coup, l'approche était très différente parce que autant sur Eclipse, c'était nous qui développions vraiment l'identité visuelle du projet. Autant là, elle avait déjà été développée auparavant et nous, on était là vraiment pour un peu comme sur Ready Player One où plan par plan, on définissait un petit peu visuellement à quoi ça allait ressembler. Là, c'était un petit peu pareil, sauf que c'était plus un travail de lieu par lieu. En fait, par exemple, j'ai travaillé sur un intérieur d'un vaisseau où la direction artistique avait déjà été faite par d'autres artistes, et mon travail, ça a été en gros, en fait, il y avait plusieurs pièces, plusieurs lieux dans le vaisseau qui avaient déjà été level designés, et en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'il m'envoyait une scène 3D du level design. Donc il y avait déjà les dimensions de la pièce, il y avait déjà en fait les endroits, il n'y avait rien de modélisé vraiment, mais il y avait des indications de là où le joueur allait devoir sauter, là où il allait pouvoir s'accrocher, là où il allait marcher sur les murs, là où était la sortie, tout ça. Et en gros, mon boulot, c'était de faire sens de tout ça, de créer un environnement qui soit joli, plaisant à regarder et qui fasse sens avec toutes les contraintes en fait de jouabilité. Oui. Et du coup, l'approche était vraiment complètement différente en fait. Ok, donc c'était pas du tout juste un travail d'habillage. L'idée, c'est vraiment de donner du sens à des volumes, de pouvoir... De visualiser en fait, comment dire, Je pense que tu as déjà tout expliqué à l'instant. Alors, ce que je te propose, c'est que tu puisses passer effectivement à ta carte blanche. J'avais prévu de montrer le trailer en même temps, mais je me suis dit, je vais encore la perturber en mettant le son du trailer. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. En tout cas, on garde un temps pour les questions ensuite, donc vous pourrez poser voilà, toutes vos questions à Gaëlle pour ça. Donc, Gaëlle, je te laisse t'installer. Effectivement, tu peux prendre ton micro avec toi. Et puis, voilà. Moi, j'avais profité aussi dans le public.
Alors, attends. Je viens. Ça faire play, je sais faire. Ah non, c'est bon. C'est parfait. Ça s'est mis en place. Alors du coup, pour cette carte blanche, en fait, je vais un petit peu vous présenter mon processus de création, mais je ne vais pas vraiment m'étaler sur tout le côté vraiment technique de mon processus, mais plus sur un peu la démarche que j'ai quand je crée une image et sur un petit peu sur les difficultés en fait que je peux rencontrer et comment je les aborde. Du coup, donc tout commence en fait par un petit peu l'idée qu'on peut avoir ou le brief qu'on va recevoir du client. Du coup, la première étape, ça va être un petit peu d'interpréter ce brief. Donc, pour cette démonstration, je vais vous montrer en fait un petit peu le processus de développement de cette image en particulier, parce que c'est un petit peu dans mon processus de création, c'est un petit peu un cas d'école en gros. Et donc là, c'est une image que j'ai faite pour moi, mais si on imagine le fait que le brief vienne d'un client, ça aurait été, en gros, il m'aurait demandé, voilà, j'aimerais bien que tu me représentes deux raptors, deux troudons perchés sur une branche, à profiter du soleil et tout. Et ils sont dans un environnement assez austère, assez stérile, de marécage assez gris. Et on voudrait en fait mettre en avant le contraste entre ces animaux qui sont très colorés, iridescents, et qui contrastent avec en fait l'austérité de l'environnement dans lequel ils sont. C'est un petit peu les touches de vie et de couleur dans l'image. Et du coup, la première étape, en fait, pour moi, ça va être... Ça ne marche pas. Donc ça va être la recherche de références. C'est une étape super importante que je néglige jamais. Je passe toujours, même si j'ai que 3 jours pour créer une image, je vais toujours passer au moins une demi-journée à faire cette recherche de référence. Et ça va être vraiment pour, déjà dans un premier temps, pour m'imprégner du sujet et aussi pour ça va vraiment en fait pour emmagasiner un maximum en fait de visuels oula. Je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, donc, lors de cette étape en fait de recherche, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais décomposer en fait le brief, à savoir que pour cette image, le client, par exemple, donc une des composantes principales de l'image, ça va être que ça se passe dans un environnement du coup de marécage. Du coup, je vais me poser la question, qu'est-ce que je vais avoir besoin de rechercher pour en gros recréer mon image. Donc ça se passe dans des marécages, donc je vais chercher des références de marécage, faire des recherches un petit peu sur quel type de marécage je pourrais essayer de représenter, quel type de plantes il pourrait y avoir, quel type de végétation, quel type de détails en fait je vais pouvoir ajouter. Il faut que le marécage soit assez austère. Du coup, quel type d'ambiance je vais pouvoir lui donner. Il est question de raptors qui prennent un bain de soleil. Du coup, comment est-ce que je vais pouvoir transcrire ça dans l'image? Quel type de lumière je vais pouvoir apporter pour que ce soit un peu chaud et ensoleillé, mais tout en restant austère. Du coup, je vais faire vraiment des recherches comme ça de mood et d'ambiance. Je vais faire des recherches sur la forme un petit peu de la végétation qu'il va pouvoir y avoir, quelle forme intéressante je pourrais donner pour vraiment avoir ce côté pas accueillant, quoi, assez austère. Quelle forme je vais pouvoir donner à mes branches, à mes racines, quel type de végétation je vais pouvoir ajouter, et toutes ces recherches en fait que je vais faire, ça, en plus d'enrichir ma bibliothèque visuelle et de m'imprégner, ça va me permettre en fait d'emmagasiner en fait des références de plein de petits détails que je vais pouvoir ajouter à mon image et qui vont la rendre plus crédible et plus réaliste, des choses auxquelles j'aurais peut-être pas forcément pensé. Peut-être que sans cette recherche, j'aurais peut-être pas pensé à ajouter des petites mousses, ce genre de choses. Et
on peut penser que c'est une étape, que c'est un petit peu de la perte de temps, parce que pendant ce temps, j'ai toujours pas commencé mon image, mais au final, pas vraiment, ça fait vraiment partie du processus de création. Et au final, le temps que je passe à faire toutes ces recherches, ça va vraiment me faire gagner du temps au final, parce que je vais déjà avoir en fait, ça va me donner des idées déjà de composition, de lighting et tout, et ça va aussi me donner du coup tout simplement des photos que je vais pouvoir utiliser après pour créer mon image, et ça va m'aider en fait à savoir, plutôt que partir comme ça tête baissée sans savoir où je vais, ça va me donner un petit peu une direction. Je vais un petit peu plus savoir où je vais, et du coup voilà, je vais faire aussi donc une autre composante du coup de l'image, c'est la créature. Du coup, je vais faire des recherches anatomiques, des recherches sur comment les plumes peuvent s'assembler sur la queue, des recherches de posture que la créature pourrait avoir, des recherches bien évidemment sur, vu qu'il faut qu'elle soit très colorée, comment est-ce que je pourrais transcrire ça pour que ça reste naturel. En fait, je vais m'inspirer beaucoup d'animaux pour savoir un petit peu, voir comment l'iridescence, comment ça se transcrit en fait visuellement, à quoi ça ressemble. Et du coup, donc une fois que j'ai du coup fait toutes ces recherches de référence, je vais faire un peu une synthèse de tout ça, ce qui s'appelle un mood board. Et ça va me servir en fait à la fois à moi-même parce que souvent quand on cherche plein de références différentes, il va y avoir peut-être plein d'images et tout qu'on va trouver super sympa, et le risque en fait, ça va être qu'on parte dans toutes les directions. Et du coup, le fait de créer un mood board, ça me force à choisir une direction et à m'y tenir. Et ça, en fait, ça va être mon guide pour créer l'image finale. D'ailleurs, on voit que toutes ces références, en fait, on retrouve en fait ces éléments dans mes images finales. Donc là, en l'occurrence, pardon, j'ai choisi 7 images pour vraiment l'éclairage que je vais vouloir donner, le lighting. Celle-là pour un petit peu le type d'arbre et de végétation et de détails qu'il va y avoir. Celle-là pour la forme un petit peu des racines. Je vais m'inspirer de cette image. Ça pour le type de mousse en fait que je vais pouvoir ajouter. Et celle-là, ça va être vraiment pour la morphologie de l'animal. Et celle-là pour ça a été mon choix pour vraiment le pattern de couleurs que je vais pouvoir donner. J'avais envie de jouer un contraste un peu entre du blanc, du noir et des couleurs très, très bleu-vert irisé. Et du coup, ce mood board, donc, c'est à la fois utile pour moi, mais ça va être aussi utile pour communiquer avec les clients. Je vais pouvoir lui montrer ça avant même d'avoir fait le moindre sketch. Je vais pouvoir lui montrer ça pour lui dire voilà ce que j'ai en tête. Est-ce que ça te va, et si c'est OK, bah, du coup, je peux commencer. Mais du coup, peut-être qu'il va dire ah ouais, j'imaginais pas trop ça comme ça. Et du coup, il va peut-être m'envoyer lui d'autres références, et du coup que je vais pouvoir suivre. Et du coup, ça permet vraiment en fait une première étape de communication avec le client pour être sûr qu'on aille dans la bonne direction avant même d'avoir commencé en fait à sketcher quoi que ce soit, et du coup de perdre du temps. Et du coup, après ça, l'étape va être de créer un sketch, de faire vraiment très très rapide. En général, j'essaie toujours d'en faire au moins 2 ou 3 parce que c'est toujours bien en fait de laisser le choix au client, lui montrer plusieurs options, voir un peu ce qu'il préfère aussi, parce que souvent c'est pas toujours le premier sketch qu'on fait qui est le mieux. Des fois en fait, des fois on pense qu'en fait le premier qu'on fait est bien, mais quand on se force à en faire plusieurs, on se rend compte qu'en fait non. Du coup, je vais jamais en fait pousser le sketch très très loin. Le but, tout ce que je vais faire en fait, je vais prendre une de mes photos références dont j'aime bien l'ambiance, l'importer dans Photoshop et commencer vraiment à sketcher quelques formes. Et le but, c'est vraiment de donner une intention de composition et d'ambiance qui soit suffisamment lisible pour qu'on comprenne un peu l'intention que je vais donner à l'image. Et comment est-ce qu'on sait qu'une image va marcher? C'est si on la regarde vraiment en tout petit, de très loin, ou alors en plissant les yeux, si
si ça reste lisible, compréhensible et plaisant à regarder, c'est qu'on a une image qui marche. Et du coup, ça va être du coup mon nouveau guide avec le mood board pour quand je suis content en fait de ce sketch pour élaborer en fait mon image finale. Et je vais tout faire en fait. Parce qu'on a vite fait de se perdre en fait dans le processus créatif, de se perdre dans des détails. Au final, on perd un peu l'essence de notre idée de base. Et du coup, le sketch, il va être là un peu pour toujours me ramener en fait à un peu l'efficacité. Il y a souvent en fait dans sa simplicité, il y a une efficacité dans les sketchs qu'on perd des fois dans les images finales, et ça permet du coup de toujours garder ça en mémoire. Et du coup, donc ça, ce sketch, évidemment, je vais le montrer au client et il va pouvoir du coup valider du coup l'intention. Et donc une fois que c'est validé, la prochaine étape, ça va être de me poser la question de comment je vais bien pouvoir faire maintenant cette image. Est-ce que je vais partir plutôt sur de la 2D, plutôt sur de la 3D? Et ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Ça va dépendre du sujet en question. Typiquement, moi, par exemple, je ne suis pas très bonne en anatomie. Du coup, pour des créatures, des personnages, je vais avoir tendance plutôt à les faire en 3D, d'avoir une base 3D, même si elle est toute nulle, toute moche. Mais pour ce qui est pareil, pour tout ce qui est architecture, c'est très difficile à faire à partir de photos ou en 2D parce que on n'arrive jamais à trouver des photos qui soient dans le bon angle, le bon éclairage et tout. Du coup, ça, je vais avoir tendance à le faire en 3D. Mais tout ce qui est environnement naturel, je vais plutôt partir sur de la 2D parce que je trouve que c'est toujours plus rapide et ça rend toujours mieux de travailler à partir de photos parce que tout est faisable en 3D, mais ça prend beaucoup de temps et c'est compliqué de faire quelque chose de vraiment réaliste. Et ça, c'est une notion qui est toujours à garder en tête aussi, c'est le temps qu'on a pour faire l'image. Si la deadline est dans 3 jours, je ne vais pas me lancer à faire tout un environnement complet en 3D. Ça dépend aussi du coup des compétences, un peu des affinités de chacun avec chaque technique. Il y a des personnes qui vont être très à l'aise en 3D, qui vont préférer tout faire en 3D, d'autres au contraire qui vont être plus à l'aise avec la 2D et qui vont se limiter vraiment au minimum de 3D, voire pas du tout. D'autres personnes qui vont tout peindre. Moi j'arrive pas, mais il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises techniques, ça dépend du coup, ça dépend aussi des ressources qu'on trouve, si on a trouvé des bonnes photos ou des bons modèles 3D. Du coup, c'est tous ces éléments en fait dont il va falloir tenir compte quand on va choisir quelle technique approcher. Et des fois, on ne sait pas trop en fait. Des fois, on teste et on verra ce qui marche. Et du coup, donc pour celui-là, je suis partie du coup sur de la 3D et ce que j'ai fait en fait, j'ai utilisé un modèle de Raptor que j'avais déjà, que j'ai modifié et que j'ai texturé en fait en utilisant les photos que j'avais déjà recherchées auparavant, les photos d'oiseaux que j'ai directement en fait projetées et peint directement sur le modèle. Et c'est pour ça aussi du coup que je suis contente d'avoir fait toute cette étape de recherche de référence parce que j'avais du coup des super photos pour pouvoir texturer mon Raptor. Et comme vous pouvez le voir, il est très simplement fait. Je ne me suis même pas embêtée à faire les plumes parce que de toute façon, je ne sais pas le faire en 3D. Et je sais très bien que ce sera beaucoup plus facile et rapide de le faire après, derrière, en 2D. Et du coup, j'ai fait un rig automatique dessus. Je ne me suis vraiment pas embêtée. Et tout ce que j'ai besoin, en fait, à cette étape, c'est d'avoir une base d'avoir, en fait, suffisamment d'éléments pour avoir une intention pour la position en fait des raptors et vraiment avoir en fait une base de lighting et de perspective qui soit cohérent parce que j'aurais très bien pu le faire complètement en 2D le dinosaure, mais il est vu un petit peu en contre-plongée. C'est vraiment pas c'est un angle de vue qui n'aurait vraiment pas été facile à dessiner pour que ce soit crédible. Du coup, le fait de l'avoir fait en 3D comme ça, même si la 3D est toute cassée, toute pourrie, ça m'aide vraiment en fait à avoir quelque chose qui marche et de cohérent. Et ça me donne du coup une base avec un éclairage déjà et une palette de couleurs du coup qui fonctionne.
Et donc ce rendu, donc c'est littéralement le même dinosaure posé dans 2 poses différentes et une branche et c'est tout, quoi. Une lumière et du coup, donc ce rendu, je vais l'importer dans Photoshop et je vais commencer à peindre par-dessus. Du coup, je vais commencer à peindre un peu des détails de plumes, à gommer des parties de ma 3D pour rendre un petit peu les formes un petit peu plus intéressantes. Et je vais commencer petit à petit, du coup, à détailler, à travailler un petit peu la lumière, à rajouter un petit peu des détails de mousse, ce genre de choses, et jusqu'à arriver, et puis retravailler un petit peu l'ambiance, la lumière, jusqu'à arriver à l'image finale. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, j'ai vraiment détaillé que vraiment cette partie de l'image. Et ça, c'est quelque chose de complètement intentionnel et de super important parce que dans mon intention de base, dès mon sketch, en fait, le centre d'intérêt, en fait, c'est vraiment ce raptor qui nous regarde. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai cherché à garder jusqu'à la fin. Et du coup, ce qui va faire que, en fait, tout dans l'image est pensé pour nous amener vers sa tête à lui, le fait qu'il nous regarde, nous, la caméra, et que l'autre, du coup, on voit même pas sa tête. Du coup, on n'est pas distrait, on n'est pas tenté de regarder l'autre, on regarde vraiment celui-là. Le fait que tous les contrastes de l'image sont à cet endroit-là, le fait que les petites impacts de lumière soient vraiment focalisés sur sa tête. C'est pour ça aussi que du coup j'ai rajouté un petit peu de lumière sur ces petites mousses et pas sur celle-là, parce que je voulais pas que l'œil soit distrait de ce côté de l'image, parce que c'est pas intéressant ce qui se passe. La forme et tout, le choix de la forme des branches et de la position des queues, tout ramène en fait chaque élément de l'image ramène toujours à cet endroit-là. C'est pour ça aussi que c'est pour ça que toute cette partie en fait n'est pas du tout détaillée. Il y a suffisamment de détails en fait pour qu'on devine ce que c'est, mais pas suffisamment pour que ce soit distrayant et qu'on se perde en fait dans l'image. Et ça c'est quelque chose qu'il faut faire attention, parce que surtout en 3D, on a vite fait en fait de rajouter du détail de partout et de se perdre, parce que on peut vite en fait être fier un peu d'avoir réussi à faire un rendu qui est réaliste, et du coup on veut le montrer, mais le piège ça va être du coup de vouloir garder des détails de partout et l'image va être très très brouillon, on va plus savoir regarder, et c'est vraiment important d'arriver à canaliser en fait ces détails là où on veut qu'il y ait une intention en fait dans la composition de l'image. Et du coup, donc ça, c'était vraiment le processus type un peu de création d'une image où tout se passe bien, mais des fois c'est beaucoup plus chaotique. Par exemple pour cette image-là, qui reprend exactement le même brief, les mêmes références et tout, j'ai eu beaucoup plus de mal en fait à la créer. J'avais pas trop d'idées en fait. Je voulais représenter ces raptors qui nichent dans un crâne de Triceratops dans les marécages, mais j'avais pas trop d'idées en fait de composition. Du coup, j'ai commencé pour le coup en 3D à placer quelques éléments 3D, et j'ai essayé en fait, avec une caméra de plein de cadrages différents, voir ce qui pourrait marcher. Et au bout d'un moment, j'ai commencé quelque chose qui me plaisait à peu près. Du coup, j'ai pris un screenshot et je l'ai mis dans Photoshop pour peindre par-dessus, pour voir vers où je pouvais l'amener en fait, parce que en 3D c'est long on a vite fait d'avoir des milliards d'éléments et la scène rame et on n'arrive pas, et du coup le fait de repasser en 2D vite fait pour faire un petit sketch, ça me permet en fait de très rapidement de redonner en fait une intention, de voir si ce cadrage va marcher ou non, et de donner en fait une intention à mon image. Et après ce sketch, ça va pouvoir me servir en fait de guide pour repasser en 3D et du coup refaire ce que j'ai fait en sketch mais en 3D. Et après une fois le rendu fait, je vais pouvoir repasser sur Photoshop pour ajouter du détail. Du coup c'est vraiment un ping-pong en fait entre les techniques, les étapes, et des fois on essaye des choses et ça marche pas, et ça fait aussi partie du processus de création. Je trouve que le concept art, c'est beaucoup un peu au quotidien, c'est vraiment de la résolution de problèmes. Tous les jours, je me demande comment
je me pose la question de comment en fait je vais pouvoir créer l'image qu'on me demande. Des fois c'est facile, mais des fois c'est pas du tout évident, ou des fois on pense qu'on va savoir comment le faire, mais en fait on n'arrive pas, enfin ça marche pas comme on aimerait, ou on n'arrive pas à trouver les références qu'il faut, et du coup on teste autre chose et c'est pas toujours évident. Et du coup la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si on a un blocage technique, si on nous demande de créer une image, mais on n'a aucune idée vraiment de comment s'y prendre. Ça m'est arrivé sur cette image, par exemple. Au début, j'avais fait le sketch et tout, et j'en étais contente, mais je ne savais pas vraiment comment m'y prendre, en fait. Je me doutais qu'il fallait que je passe par de la 3D pour les ruines et tout, mais je n'étais pas très calée en 3D à ce moment-là pour le faire. Et j'avais aussi un peu la flemme de chercher comment faire. Du coup, tout ce que j'ai fait, j'ai tout simplement mis l'image de côté, et je suis revenue quelques années plus tard, et avec les compétences, j'ai pu la finir sans problème. Mais du coup, ça peut être une solution pour des travaux perso, tout simplement de les mettre de côté et de revenir dessus plus tard. Mais si on est sur une production et que la deadline est dans 4 jours, on ne peut pas faire ça. Du coup, comment faire dans ces cas-là si on est bloqué par la technique? Je dirais tout simplement, en fait, si la première solution, ça va être peut-être d'essayer de tester d'autres approches. Mais sinon, ça va être tout simplement de demander, parce que quand on est dans un art department, on fait partie d'une équipe et il y a d'autres artistes avec soi à qui on peut vraiment demander de l'aide. Personne va nous juger là-dessus. C'est tout à fait OK, en fait, de pas savoir des fois faire quelque chose. Et le fait de demander de l'aide à quelqu'un, la personne va peut-être avoir une vision différente, une approche différente, et va peut-être penser à une technique auquel on n'aurait pas pensé, ou peut-être que si c'est vraiment un problème technique spécifique, elle va peut-être pouvoir vous montrer comment faire. Par exemple, si je savais pas, si mon problème c'était que je savais pas comment texturer réalistiquement ma 3D, elle va peut-être pouvoir me montrer une méthode pour le faire. Et ça suffit en fait pour débloquer la situation. Et si on n'a pas de collègues, on peut toujours demander à des amis artistes, ou même sur des forums. Et il y aura toujours en fait quelqu'un qui aura peut-être une perspective différente et qui pourra en fait nous débloquer de cette situation. Et ça marche aussi pour les blocages artistiques. Ça peut arriver qu'on ait commencé une image, mais on sent que l'image fonctionne pas très bien, la composition, il y a quelque chose qui va pas, mais on n'arrive pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qui va pas exactement. Et le fait d'avoir un avis extérieur, un regard extérieur, souvent ça aide vraiment à débloquer la situation. Et du coup, l'autre problème aussi qui peut se présenter, c'est un petit peu le syndrome de la page blanche. Quand on a une idée d'image, mais on ne sait pas trop comment commencer, c'est assez intimidant en fait. Et du coup, ce que je fais toujours moi, et ce que je propose toujours à mes étudiants, c'est de commencer tout simplement en fait d'importer une image qui nous inspire dans Photoshop, et de commencer tout simplement en fait, de l'étendre pour qu'il n'y ait plus de blanc du tout, et de commencer à sketcher par-dessus en fait. Et le fait de faire ça permet en fait de commencer d'une base qui a déjà des informations de perspective, qui a déjà une palette de couleurs, et qui a déjà vraiment un mood en fait. Et c'est beaucoup plus facile de peindre comme ça à partir d'une photo que d'essayer de commencer de zéro en fait. C'est beaucoup plus rapide, et ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent. Et du coup, à partir de là, donc très rapidement, on peut arriver à un sketch qui est assez moche, mais qui donne une intention en fait, et qui fonctionne en soi, qui est suffisant en tout cas pour communiquer une idée. Et à partir de là, du coup, quand je suis contente de mon sketch, je vais pouvoir commencer du coup à ajouter du détail avec des photos et tout. Et ça peut être aussi une bonne approche pour quand on ne sait pas, si on a une image, peut-être une image qui nous inspire, mais on ne sait pas quoi en faire avec, et on peut éventuellement comme ça commencer à sketcher par-dessus et se laisser guider un petit peu par le flow, et laisser les idées en fait découler par elles-mêmes. Par exemple, dans ce cas-là, je ne savais pas du tout
dans quelle direction j'allais. En fait, je n'avais pas du tout d'idée d'histoire ou quoi à raconter avec cette image. Je me suis un petit peu laissée porter par j'étais juste inspirée en fait par cette photo que je vous ai montrée avant et j'avais envie de faire quelque chose avec. Et à ce moment-là en fait du processus, je me suis rendu compte, j'ai trouvé qu'en fait la texture de ces rochers me rappelait pas mal en fait l'écorce des arbres, et je me suis dit ce serait cool en fait, plutôt que faire juste des formes de rochers comme ça, que ce soit en fait des vestiges d'anciens arbres géants, et c'est comme ça que du coup m'est venue l'idée en fait de ce paysage avec tous ces fossiles en fait d'arbres géants dans l'image. Et du coup, donc, j'ai pu continuer vers cette idée en rajoutant du détail et tout. Et à ce moment-là, j'étais plutôt contente de là au fait où ça se dirigeait, mais je trouvais que on avait du mal en fait à lire le scale de l'image, l'échelle. Et du coup, c'est pour ça que j'ai rajouté ces petits arbres là, pour vraiment qu'on comprenne mieux en fait l'échelle de ces anciens arbres géants, et c'est pour ça que j'ai rajouté aussi les petites créatures. Mais malgré tout, je trouvais que ça manquait encore de storytelling. J'avais envie en fait que l'image raconte un peu plus de choses, et du coup j'ai rajouté pour ça cet arbre là qui en fait pour moi, en fait, l'idée, c'est que cet arbre, vu qu'il est plus grand que les autres petits, ça veut dire que peut-être comme si c'était un arbre, en fait, comme si c'était en fait un rejeton en fait de ces anciens arbres qui, tel un phénix qui revivrait des cendres en fait de l'ancien arbre, qui commencera en fait à repousser. Et on ne sait pas, peut-être que là, peut-être qu'il est à sa taille maximale, mais peut-être qu'il va continuer à grandir plus. Mais ce que je voulais communiquer en fait dans cette image, c'est voilà l'histoire de que peut-être que en fait ce petit rejeton d'arbre va être le futur, c'est un peu le renouveau en fait de ces anciens arbres géants. Et du coup, en fait, ce que je veux dire, c'est que rien qu'en rajoutant juste un arbre en fait dans l'image, ça donne une nouvelle en fait dimension d'histoire en fait à l'image. Et le storytelling, c'est quelque chose de super important, parce que c'est ça qui va faire la différence entre une image qui est juste jolie, entre juste un joli paysage, et une image qui raconte quelque chose et qui communique en fait, et qui va peut-être même aussi donner des émotions, et une image dont on va se souvenir. Et c'est pour ça que je trouve que c'est toujours important, quand on crée des images, de penser pas seulement visuel, mais aussi à l'histoire en fait, à ce qu'on cherche à raconter. C'est vraiment pas quelque chose qui est toujours facile. Et du coup, encore une fois, qu'est-ce qui se passe si on est bloqué par cette étape-là en fait du processus créatif? Si on a des idées visuelles, mais on ne sait pas quoi raconter avec, une première solution, ce serait soit d'en parler aux gens, ou alors de s'immerger dans des visuels sur Google ou Images ou Pinterest, ou alors de mettre l'image de côté et de revenir plus tard. Peut-être qu'entre-temps, je vais voir, je sais pas, un film ou lire un livre qui va me donner une idée, et je vais me dire ah ouais, ce serait une chouette idée ça pour mon concept que j'avais commencé il y a 2 ans et que j'ai jamais fini. Ou une autre solution, ça pourrait être que j'ai un de mes étudiants qui a exactement ce problème. Il est super bon techniquement, et il est capable vraiment de tout faire, et il arrive vraiment à faire des visuels qui sont impactants, des compositions qui sont vraiment qui sont super, mais il a du mal à trouver en fait à chaque fois quelque chose à dire dans ses images. Ce sont des belles images, mais elles racontent pas grand chose. C'est un petit peu sa difficulté, et du coup autant pour à chaque fois, souvent en fait il me demande des conseils sur comment rajouter un peu d'histoire dans ces images. Et pour une image en particulier, j'avais pas trop d'idées, et du coup ce qu'on a fait, je lui ai proposé en fait, on a testé d'utiliser ChatGPT pour ça. Ce qu'on a fait en fait, on a pris son work in progress d'image, on l'a envoyé à ChatGPT, on a demandé voilà, j'ai commencé ce concept, donne-moi des idées de storytelling, de choses que je pourrais raconter pour enrichir en fait mon image. Et
Et le logiciel a donné quelques idées, et même si ce n'est pas les idées les plus originales, c'était quand même des idées cohérentes, et au mieux, ça va vous donner une super idée que vous allez pouvoir utiliser, et au pire, peut-être que les solutions, les idées qu'ils vous proposent, ça va peut-être vous faire penser à autre chose, qui va vous faire penser à autre chose, qui va vous donner du coup une bonne idée, et ça peut débloquer des situations. Et tant qu'on parle, vu qu'on parle d'AI, je sais que c'est un sujet qui est très touchy et qui est très très controversé, mais éthiquement. Mais je voudrais du coup parler un petit peu de l'utilisation que moi j'en fais, et de comment cet outil en fait peut être utilisé de manière intelligente et éthique. En vous parlant d'un exemple auquel j'ai fait face récemment, je me suis retrouvée dans la situation où j'ai reçu un brief d'un client qui était très très spécifique. Il fallait en fait que je dessine un groupe d'animaux. Je ne peux pas vous montrer le concept en question parce que c'est pas encore sorti, mais en gros, il faut imaginer. Donc imaginez un groupe d'animaux énorme et tout qui déambule dans une forêt. C'est une forêt. Il fallait que ce soit une forêt tropicale, mais pas humide, une forêt sèche plutôt, un petit peu comme en Inde. Il fallait qu'il y ait un chemin créé au milieu, un chemin naturel, parce qu'à force que les animaux passent, ça crée un chemin dans la forêt. Il fallait qu'il y ait de la lumière qui passe à travers la végétation, qui crée vraiment une ambiance assez un peu idyllique, qui est une ambiance aussi créée par toute la poussière qui est soulevée par ces animaux qui passent. Et il fallait surtout qu'on soit vraiment au vu du sol et en contre-plongée pour montrer vraiment le gigantisme en fait, de ces animaux. Et j'avais beau chercher... ça marche plus. J'avais beau chercher tout Internet, j'ai pas réussi à trouver des références photos convaincantes. Là, c'est le meilleur de ce que j'ai pu trouver. Et déjà, de toutes ces images, elles sont toutes d'une qualité dégueulasse. Il n'y avait rien d'utilisable, à part celle-là qui était OK. Il n'y avait rien d'utilisable. Et surtout, le gros problème que j'ai eu, c'est que cette référence, c'était le bon type de jungle, mais pas du tout le bon angle de vue, ni le bon éclairage. Ça, le chemin était vraiment sympa, mais encore une fois, pas le bon angle et pas le bon éclairage. Celle-là, ces deux images-là, c'est vraiment le type de lumière que je recherchais, mais celle-là, il n'y a pas vraiment de profondeur, ça va être difficile à utiliser. Celle-là, on n'est pas du... Il y a la bonne lumière et le bon cadrage, mais c'est pas du tout le bon type d'environnement, le bon type d'arbre, du coup c'est pas utilisable. Celle-là, j'ai le bon angle et la bonne jungle, mais pas du tout la bonne lumière. Et celle-là, la bonne angle, mais pas du tout le bon type d'arbre. Du coup, tout ça, c'était pas vraiment utilisable. Donc la solution, ça aurait pu être de faire ça en 3D, mais encore une fois, j'avais que 3 jours, du coup, et en plus j'avais les créatures à faire dedans, du coup un petit peu chaud, quoi. Du coup, probablement que dans ces cas-là, la solution peut-être que j'aurais choisie, ça aurait été de recréer le sol comme ça en 3D, parce qu'avec avec Quixel, Megascan et tout, on peut faire des sols sympas, assez réalistes, et peut-être trouver quelques plantes en premier plan en 3D et le reste essayer de faire ça en 2D. Mais ça aurait été compliqué, ça n'aurait pas rendu très, très beau. Et du coup, vu que je ne savais vraiment pas comment m'y prendre, que je n'arrivais pas à trouver ni les références photos adéquates, et je n'avais pas vraiment le temps de faire trop de 3D, du coup, j'ai testé... avec Midjourney à générer des photos par AI. Et du coup, le prompt que j'ai donné, c'était exactement mon brief. Je lui ai demandé, voilà, génère-moi des photos de jungle, tel type de jungle avec un chemin au milieu et la lumière comme ça et la fumée et tout. Et voilà. Et du coup, voilà les résultats que j'ai eus. Et c'était au final exactement ce que je cherchais. Dans toutes ces images, il y a le bon point de vue, la bonne lumière, la bonne jungle avec le chemin et tout. Et tout ce que j'ai eu à faire au final, c'est d'utiliser... je suis partie de celle-là parce que j'aimais bien l'ambiance générale de cette image, mais je préférais ce sol-là. Du coup, j'ai utilisé ce sol-là. J'aimais bien ce qui se passait là en arrière-plan. Du coup, j'ai utilisé ça. Et en fait, j'ai utilisé
ces images générées par AI, un peu exactement comme si ça avait été des photos que j'avais trouvées sur Internet, trouvées ou achetées. Je m'en suis vraiment en fait servi pour générer des fausses photos, en fait, des fausses photoréférences. Et dans un cas comme ça, ça peut vraiment débloquer des situations et ça peut être super utile. Et pour moi, c'est tout à fait, sans prendre en compte vraiment la manière dont ont été entraînés les AI, pour moi, c'est une manière en fait tout à fait éthique et intelligente d'utiliser les AI pour générer comme ça des références. Parce que et c'est aussi l'avantage, c'est que il n'y a pas de problème en fait de droit à l'image vu que c'est généré par AI. Il y a plus, j'ai plus à me poser la question de est-ce que j'ai le droit de l'utiliser ou pas, parce que des fois quand il y a des photos packs, c'est facile, on peut les acheter, mais bon, des fois quand c'est des images trouvées sur Internet, on ne sait pas trop si on peut les utiliser ou pas, il faut les modifier beaucoup. Là, j'ai pas ce problème. Et là, il y en a que 4, mais je peux en générer des centaines si je veux. Du coup, on va devoir tout doucement se diriger vers la fin. C'est la fin. Ah bah, parfait. Sur cette note, voilà. Merci beaucoup Gaëlle pour la présentation.